Bonjour, merci d'être sur EAD TV. Merci de suivre en ce moment même le cercle éducatif. C'est dans ce cercle que nous nous informons et nous vous informons sur ce qui concerne l'éducation, toutes les informations qui concernent différents domaines éducatifs. Et aujourd'hui, nous inaugurons le cercle éducatif avec le directeur de l'alimentation scolaire, M. Roch Prédin Bissala-Popo. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Romy. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le premier invité du cercle éducatif, celui qui inaugure cette édition, et nous sommes très honorés de vous recevoir. Le plaisir est partagé et je pense que c'est toujours une charge d'être le premier à inaugurer une grande émission et passer comme la deuxième personne sur cette chaîne scolaire éducative, c'est toujours un grand poids. Je vous remercie pour l'invitation et je pense que la chaîne pourra aller de l'avant et que dans les jours à venir, il y aura des invités de grande qualité pour éveiller les élèves à travers vos programmes scolaires et d'autres programmes visuels. Surtout que l'alimentation est le premier médicament, dit-on, l'élément de base. C'est pour cette raison que nous amorçons l'émission avec l'alimentation. Monsieur le directeur, Covid-19 est toujours là. Nous voyons déjà en France comment tout se reconfine. Alors, comment se porte aujourd'hui votre direction qui se veut être une direction pragmatique, une direction de terrain? Parce que depuis que vous êtes là, vous êtes toujours sur le terrain. Alors, coronavirus est arrivé. Comment se porte aujourd'hui la DAS? La direction a été très résiliente. Parce qu'on a pu, dès les premières heures de la survenance du coronavirus, faire bloc à ce virus qui a essayé de ralentir le monde. Si bien que vous allez vous souvenir qu'en mars 2020, déjà, quand le gouvernement a eu à arrêter l'école, nous avons procédé à la distribution des vivres dans les ménages. Ce que nous avons appelé, à d'autres termes, cantine à domicile. Donc c'était la distribution des vivres dans les ménages à travers les effectifs des élèves que nous avons à notre possession pour déjà éviter le manque de nutrition dans ces ménages et pour ne pas déphaser les élèves qui étaient habitués à un rythme donné d'alimentation scolaire. Donc la direction, elle est là. Nous avons tenu fort et nous étions dans la résilience. Je peux vous dire qu'à la reprise des cours au mois de juin, nous n'étions pas trop bousculés parce qu'on avait déjà développé les mécanismes de mise en œuvre sous le leadership du ministre de l'enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation, M. Anatole Kolné-Makosso, avec la participation de façon efficace du Programme alimentaire mondial, du PNUD qui nous accompagnait et de l'UNESCO. Est-ce que, en quelques mots, pouvez-nous rappeler les missions principales de la DAS? Mais les missions principales de la DAS sont simples. Déjà, la DAS, qui voudrait dire Direction de l'alimentation scolaire, a pour mission la fourniture des repas secs à l'école. Ce que nous pouvons appeler en d'autres termes cantine scolaire. Donc la DAS a sa mission de fournir les repas à l'école, au niveau des élèves, pour leur aider à mieux apprendre. Parce que comme vous savez, je le dis toujours, un ventre affamé n'a point de rythme et d'oreille. Et le ventre, d'après les scientifiques, c'est le deuxième cerveau du corps humain. Il a près de 200 000 neurones. Donc l'élève qui vient à l'école affamé, ce que nous constatons dans certaines zones rurales, c'est même pour ça que le Congo a eu un don du gouvernement américain, financer les cantines à travers le programme AGOVERDON. Parce qu'on a constaté que les élèves qui venaient à l'école sortaient des zones de paupérisation. Ils n'avaient pas à manger et dans les jours qui suivaient, ils pouvaient décrocher. Donc, on a voulu mettre en place ce programme depuis 2001, sous le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour que l'alimentation scolaire soit un appât pour les élèves afin de venir à l'école étudier. Donc, le rôle primordial même, le rôle squelettique de la DAS, c'est de fournir les repas dans les écoles, dans des conditions hygiéniques, avec le programme alimentaire mondial. Est-ce que ces repas sont destinés à tous les élèves, à tous les établissements scolaires qui existent, ou
il y a une répartition qui tient compte de catégories des élèves ou encore de leur couche sociale. Le Congo a élaboré en 2016 une politique, la politique nationale d'alimentation scolaire. Et dans cette politique, il est dit qu'il faut qu'il y ait la distribution des vivres, des repas, dans les cantines scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Mais comme vous savez, nous sommes au début. Nous sommes au début, depuis 2016, nous sommes au début. On a donc privilégié, parce que l'idéal c'est que le Congo soit capable de nourrir ses propres enfants. Mais pour l'instant, avec les stratégies que nous sommes en train de bâtir sur le terrain, la présence de la crise économique, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre certains objectifs. Si bien que les partenaires, donc le gouvernement américain, le gouvernement japonais, le programme alimentaire mondial, ont pensé accompagner le gouvernement, mais suivant certains critères. Pour l'instant, les départements bénéficiaires des cantines scolaires restent des zones défavorisées, déjà, avec ce qu'on appelle le peuple autochtone à travers les écoles ORA, c'est-à-dire observer, réfléchir et agir, ORA, qui sont des écoles des autochtones. Donc, les critères pour l'instant, ce n'est pas que nous voulons saucissonner les classes sociales des élèves, mais pour l'instant, ceux qui bénéficient des cantines scolaires, ce sont des élèves qui évoluent dans des zones défavorisées, où nous notons parfois les conflits, où nous notons parfois la paupérisation, pour ne pas dire la pauvreté des couches. Normalement, c'est destiné à tous les élèves. C'est à tous les élèves, mais pour l'instant, nous faisons de l'humanitaire. Quelle est aujourd'hui la composition du repas? Vous avez parlé du repas sec tout à l'heure. Nous savons que ça a fait débat à un moment. Le contenu, pas le contenu, mais la composition même de ce repas, qu'est-ce que vous donnez à ces élèves exactement? Ce que nous donnons aux élèves, nous avons du riz que les élèves mangent, parce que vous savez, donc on va dire non, le riz, il y a quoi dedans? Mais dans le riz, vous avez de la vitamine B2, vous avez la vitamine D à l'intérieur. Nous avons du haricot. Dans le haricot, vous avez des protéines. Nous avons les petits pois, les pois cassés, qu'on appelle vulgairement dans le quartier les pois cassés. Et récemment, nous avons effectué un déplacement avec le ministre d'État, M. Henri Njombo, ministre de l'Agriculture. Nous sommes en train d'installer dans des écoles du foufou, de la farine de manioc. Et vous savez que la farine de manioc, à l'intérieur, il y a quand même des glucides à l'intérieur. C'est pour le plein épanouissement de l'enfant. Pour essayer de vous éclairer, il y a 80 000 élèves qui consomment les cantines de façon traditionnelle. Et il y a 20 000 élèves qui consomment des cantines qu'on appelle les cantines à bois. Quelles sont les cantines à bois? Les cantines à bois sont des cantines qui sont alimentées par les produits locaux en fonction des habitudes culinaires des terroirs. Donc, vous allez constater par exemple qu'on a mis en place dans la Bunza le malapinda au sein des cantines. Donc, c'est une variété des mets que nous proposons aux enfants, mais ce sont des mets qui obéissent à une valeur énergétique. C'est par rapport à cela et par rapport à ces aliments qui constituent, qui composent ces repas que vous avez proposés aux élèves, ou parce que vous n'avez pas assez de moyens pour offrir aux élèves un repas véritablement varié, puisque vous savez, est-ce que, je voudrais encore comprendre quelle est réellement la fréquence de ces repas? Est-ce que c'est tous les jours à l'école, une fois dans la semaine, 3 fois? Comment ça se passe? Avant l'avènement de la pandémie coronavirus, les élèves mangeaient tous les jours dans les écoles. Actuellement, on a instauré un système de vagues. Mais, ce qui est sûr, dans les zones rurales, les enfants mangent 5 jours sur 7. C'est-à-dire les jours où il y a l'école. Et je voulais ajouter, en dehors du riz, du haricot, nous avons du poisson aussi, déjà. Donc, les élèves, ils mangent au jour d'école, de façon permanente, et la fréquence est stable. Monsieur le directeur, le Congo est en crise, vous le savez, vous le dites vous-même. Mais qui fournit la nourriture? Qui fournit la nourriture aux écoles ou voilà, à ses élèves? Vous savez, le Congo est un pays qui a toujours aidé les autres pays. Et en période de crise, le leadership du cadre congolais, politique ou administratif, a suscité à ce que les autres pays puissent venir apporter leur main au niveau de la pâte que le Congo est en train de confectionner pour les cantines scolaires.
C'est là où nous bénéficions de l'apport en vivres du Japon, de l'apport en vivres des États-Unis et de certains bailleurs comme le Partenariat mondial d'éducation, qui est un grand partenaire qui continue à financer les cantines en cette période de Covid et qui nous a même permis d'étendre les localités. Aujourd'hui, nous avons Pointe-Noire, le Niari, Brazzaville, qui rentrent dans le système de cantine scolaire après 5 ans d'inexistence parce que ces départements étaient sous couverture de l'IPHD. Donc voilà comment le Congo essaie de mettre en place la politique nationale d'alimentation scolaire. Et cette année, le Congo a repris avec le financement des cantines. Et dans une projection proche, nous allons fournir une formation déjà aux petits producteurs, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, afin que ces petits producteurs alimentent les cantines à hauteur de 30% de leurs revenus. Et les 70% iront dans le marché local parce que, vous savez, les cantines scolaires ou l'alimentation scolaire n'a pas qu'un volet éducatif. Il y a aussi un volet social, il y a aussi un volet économique. Et c'est cette donne-là qui a poussé aux pays comme le Brésil aujourd'hui d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Quand on parle des petits producteurs, vous faites allusion à quoi? Il s'agit de quoi exactement ce projet avec les petits producteurs, ce sont des coopératives agricoles qui sont déjà sélectionnées par les cadres du ministère de l'Agriculture et qui vont bénéficier du financement de l'État pour faire des champs. Pour ne pas dire qu'au fait, ils vont faire des champs afin d'alimenter les cantines. Mais en dehors de ces champs, donc dans les zones limitrophes de ces coopératives, on va installer dans chaque école un jardin scolaire pour épouser un peu la vision du chef de l'État qui pensait qu'il fallait avoir une école, un champ. Donc ces petits producteurs sont des coopératives agricoles qui seront mobilisées avec une variété de cultures pour alimenter les cantines scolaires. Voilà, nous vous rappelons que nous sommes sur ce plateau avec le directeur de l'alimentation scolaire. Alors, monsieur le directeur, alors, quand est-ce que ce projet commence exactement? On en parle depuis, je crois, l'année dernière, le projet sur les petits producteurs. Quand est-ce que ça commence? Comment va-t-il être géré? Vous savez, j'aime bien Nietzsche qui disait: avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Avoir des ailes, ce n'est pas toujours suffisant. Nous ne pouvons pas envoyer les petits producteurs sur le terrain sans une formation. Donc, au moment où nous sommes en train de faire cette interview, ils sont en formation au niveau du ministère de l'Agriculture. On a sélectionné quelques petits producteurs pour une phase pilote. Il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que nous investissons sur le capital humain qui aura de l'impact au niveau scolaire. Il nous faut donc plus de temps, d'où j'épouse toujours cette phrase qui dit que pour une cause noble, on ne perd pas tout son temps en prenant tout son temps. Laissez-nous travailler, vous allez dans les jours à venir observer les résultats. Mais les petits producteurs sont connus. Le financement, nous sommes en train de nous battre au niveau de l'exécutif pour entrer en possession de ce qui revient à ces termes de référence-là, le projet que nous voulons mettre en place. Et je crois que dans une année, les résultats seront palpables. Il faut nous laisser le temps. Alors, les cantines scolaires ou l'alimentation scolaire, est-ce qu'il y a une période donnée où ça doit se faire sur le temps, en fait? Ça se fait sur le temps. Puisque là où il y a l'école, il faut qu'il y ait une cantine. Nombreux sont ces cadres aujourd'hui au pays qui ont bénéficié des cantines scolaires. Les cantines scolaires ne sont pas inscrites à court terme, c'est à long terme. Donc, nous allons peut-être un jour passer, mais les cantines resteront. Donc, il n'y a pas de limitation de délai, d'année. Les cantines sont pérennes. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de la pérennisation des cantines scolaires à travers les produits locaux. Mais comment devons-nous faire en sorte qu'il y ait cette pérennisation? Nous devons d'abord poser des jalons, c'est-à-dire avoir un cadre juridique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes arrivés à la tête de la direction en 2018. Aujourd'hui, nous avons adopté la politique au Conseil des ministres. On a mis la DAS après avoir organisé le premier forum national d'alimentation scolaire. Dans les jours qui vont suivre,
nous aurons deux autres organes qui, entre guillemets, nous empêchent de bien mettre en place cette politique. C'est le comité technique interministériel et le Conseil national multisectoriel de l'alimentation scolaire. C'est à travers ces deux organes qui vont engager la synergie gouvernementale que les cantines se reposeront pour leur pérennisation. Donc, ce n'est pas à court terme que nous faisons les cantines. Les cantines demeureront de façon permanente à long terme. Alors, vous avez dit au début que l'une des principales missions même, c'est d'encourager les élèves à aller à l'école. Alors, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui les conséquences, l'impact même de l'alimentation, surtout depuis que vous êtes là? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que les élèves qui hier n'étaient pas, qui avaient abandonné et décroché, ont repris l'école? Est-ce qu'on peut dire que vous atteignez vos objectifs? Bien sûr, parce que vous savez, le Congo, avec la Banque mondiale, a eu à élaborer un plan, le plan Saber, c'est-à-dire l'approche systémique pour la résolution des problèmes scolaires. Et dans ce rapport de la Banque mondiale, c'est même ça qui a boosté les choses au niveau des bailleurs. Dans ce rapport, on avait constaté que dans des zones rurales, il y avait un décrochage scolaire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons atteint 60% de rétention scolaire due aux cantines scolaires, qui sont devenues donc les cantines un facteur important dans la vie scolaire dans des pays. Et les cantines scolaires ou l'alimentation scolaire, ce n'est pas le prototype du Congo. Dans chaque pays où vous allez, nous avons eu la chance de visiter plusieurs pays à travers les sommets, il y a toujours une direction, soit des cantines scolaires, soit de l'alimentation scolaire. C'est pour dire que les décideurs ont vu, ils ont jaugé l'impact des cantines scolaires sur la vie scolaire de l'élève. Voilà un peu donc, je pense que les cantines ont leur place. Il y a un autre aspect. Nous savons que dans la plupart des établissements scolaires, il n'y a pas de réfectoire, il n'y en a pas réellement. Comment vous nourrissez les élèves? C'est dans les salles de classe? À quel moment? Vous savez, excusez-moi, je vais prendre cet exemple, bien cette phrase. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Pour l'instant, depuis 2001, on a continué à alimenter les élèves dans des salles de classe. Mais ce n'est pas hygiénique. On a élaboré tout un document qu'on a envoyé au cabinet du ministre et que le ministre a donné son accord pour la construction des réfectoires. Et en dehors, ou bien outre ces termes de référence que nous avons élaborés, vous allez constater que depuis un certain temps, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation est sur une politique de construction des écoles. Et à chaque fois qu'il construit les écoles, il a demandé à ce qu'il y ait un réfectoire et un centre de santé scolaire. Donc, dans les jours à venir, je pense que les élèves vont laisser leur lieu de consommation primitif pour intégrer les réfectoires. Afin d'épouser... C'est pendant la récréation, très tôt le matin, après-midi, à quel moment ils mangent bien à la fin des cours? Ils mangent à la fin des cours. Pour ceux qui font la matinée. Et pour l'instant, comme nous ne sommes pas dans les grandes villes, il n'y a pas de cantine, donc les élèves ne mangent pas. Nous sommes en train de voir avec les fonds du partenariat mondial d'éducation comment réinstaller les cantines dans les écoles. Mais je pense que là, les élèves du matin pourront manger avant d'aller à la maison. Et ceux de l'après-midi pourront manger avec des repas légers au début des cours. Alors, revenons sur les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils gagnent, ces agriculteurs? Comment, ils gagnent quoi exactement? C'est ce que j'ai dit. D'abord, ce sont les coopératives. Elles existent, elles sont là, ils font de l'agriculture. Mais peut-être pas à la fréquence voulue. Puisque quand vous allez dans nos marchés, vous allez constater parfois pénurie de ceci, pénurie de ça. C'est là où nous nous sommes dit, sous l'orientation des partenaires techniques, qu'il fallait financer ces petits producteurs, donc les coopératives agricoles. Qu'est-ce qu'ils gagnent? D'abord, on leur donne les fonds. Ils produisent, ils cultivent le sol. À la fin de leur récolte, ils envoient à l'école 30% de la récolte de leurs produits. Les 70 restants,
ils vont les vendre dans les marchés. Ça leur fait une rentabilité. Ce n'est que par cette chaîne économique et productive qu'ils essaient de gagner quelque chose. Mais je pense que c'est déjà beaucoup. Et vous parliez de l'autosuffisance. Comment est-ce que vous l'imaginez? Comment est-ce que vous le concevez? À quel moment? Le Brésil, le Bénin, le Cameroun, le Maroc, l'Ouganda, ils ont atteint l'autosuffisance en finançant les cantines scolaires. Pourquoi? Lula, le président Lula, avait dit ceci. Il avait constaté qu'il y avait des ménages qui étaient très pauvres au Brésil. Et les parents préféraient aller avec les enfants au champ que de les envoyer à l'école. C'est là où il installe la politique d'alimentation scolaire. C'est-à-dire, le parent donne l'enfant à l'école, le président Lula donne les terres aux parents avec les semences, ils cultivent pour aller vendre au marché. Si bien qu'à la fin, il y avait tellement trop de récoltes que le Brésil, qui dépendait du FMI à l'époque, à travers son agriculture qui était financée par le résultat des produits des cantines scolaires, a commencé à même prêter de l'argent au FMI et atteindre son autosuffisance alimentaire. Donc si nous, le gouvernement, nous pouvons mettre un accent sur le financement des projets de cantines scolaires, parce que là où il y a la cantine scolaire, il y a l'agriculture, il y a la santé, il y a l'industrie qui se transforme à travers les petits producteurs, il y a l'embauche déjà, parce qu'on va vouloir avoir plusieurs champs, il y a l'embauche, ça veut dire qu'il y a la réduction du chômage des jeunes, et il y a même la mise en quarantaine de l'exode rural, puisque les jeunes pourront demain s'équiper et s'occuper pour leur propre devenir. On tend vers la fin de cet entretien. Nous avons vu récemment le gouvernement faire un don de sel. Et nous savons que ça fait quand même un bon moment que le gouvernement n'avait plus fait face aux besoins des cantines scolaires. Alors, que représente le don de sel? Ça paraît un peu hilarant vis-à-vis du Congo, le lambda qui se pose la question, mais pourquoi le sel alors que les besoins seraient certainement autres? Les donateurs, quand ils accompagnent le gouvernement congolais dans la mise en œuvre des cantines scolaires, ils donnent des vivres sans le complément sel. Vous savez vous-même qu'une nourriture sans sel peut avoir des répercussions dans la santé, ou bien même dans l'équilibre de l'intérieur, ce qu'on appelle l'homéostasie. D'où le programme alimentaire mondial avait sollicité de la part du gouvernement l'octroiement du sel, 72 tonnes, qui seront repartis dans 518 écoles. Voilà pourquoi vous avez vu, hier, le PAM a réceptionné la participation en nature du gouvernement congolais à travers les besoins exprimés. Parce que le sel, il est très capital, même dans la saveur de la nourriture. Une nourriture sans sel est une nourriture fade. Et une nourriture sans sel, à la longue, vous allez avoir des taux d'albuminémie qui seront élevés. Parce que dans le sel, vous avez le sodium et le chlore, qui sont deux ions qui maintiennent ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de l'intérieur, à travers les échanges cation et anion, d'où leur importance. Nous allons boucler cette question, cet entretien, cette émission, cercle éducatif, par cette question qui va résumer tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Les élèves nous poseraient certainement cette question. Est-ce que pendant cette période, ils seront nourris? Ou encore ça a déjà commencé? Et comment ça se passe? Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Les élèves sont nourris, ils seront nourris jusqu'à la fin. Donc on peut dire, pendant que nous sommes, les cantines scolaires fonctionnent sans problème. Sans problème, il y a même des véhicules du PAM qui passent de gauche à droite pour aller livrer les vivres. Donc les élèves, au moment où je vous parle, si nous pouvons nous déporter parce qu'on n'a pas cette capacité, on va y nier. Voilà, on va y nier, vous allez voir à 12 h, je crois, les élèves sont en train de manger. D'accord.
Monsieur le DAS, nous vous laissons boucler cette émission. Je remercie toute l'équipe technique pour l'occasion offerte et je vous souhaite bon vent dans la continuité de vos programmes, surtout pédagogiques pour l'élève, pour la communauté éducative et pour les parents. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez. Cercle éducatif nous permet de s'informer sur tout ce qui concerne les directions qui sont sous tutelle du MEPSA, donc du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, toutes les structures, leur mission, leur rôle. Et c'est pour cela que nous avons voulu que cela soit un cercle entre nous pour parler de l'éducation. Merci de nous avoir suivis. Nous vous demandons une chose, abonnez-vous massivement, partagez les informations de PAD TV, la chaîne de l'éducation. À la prochaine occasion.